Bienvenue dans notre émission « Les rendez-vous de l'Anacofi » au programme « Loi Pacte et actualité de la profession ». Et avec moi, 3 experts. David Charlet, bonjour. Bonjour. Michel Fleurier, bonjour. Bonjour. Neybosha Srekovic, bonjour. Bonjour. David, on va commencer avec la grande réforme, on l'évoquait dans le titre, la loi Pacte. On l'attendait et notamment on attendait une grande réforme, une grande refonte des dispositifs d'épargne retraite. Alors, quelle est la nouvelle gamme qui ressort de cette réforme ? Alors, la gamme, elle est en 2 temps. On a d'abord une gamme qui va concerner les coquilles en elles-mêmes, si on veut appeler ça comme ça. C'est-à-dire qu'on va réorganiser les produits d'épargne retraite qu'on connaissait tous, le PERP, le Madelin, l'article 83, le PERCO. On va réorganiser ça en produits individuels et en produits professionnels. Ensuite, j'ai un deuxième niveau à l'intérieur de cette loi qui est comment ça fonctionne et ce que l'on peut mettre dedans. L'idée générale, c'est de dire que la sortie en capital sera généralisée. Alors, elle est moins généralisée que prévu au départ, parce que les assureurs ont fait valoir le fait qu'il fallait aussi garder de la rente. Donc, on a une espèce de solution un peu hybride, dans laquelle, pour faire très court, on va dire que les versements volontaires, vous pourrez sortir en capital, et les versements non volontaires prévus autres seront à sortie rente. Et puis, on a une autre partie de la réforme qui touche à la transférabilité des capitaux qui sont sur ces coquilles, donc qui est beaucoup plus souple qu'avant, voire dans certains cas c'était totalement impossible, donc là ça devient possible. Ce qui fait d'ailleurs qu'on peut bénéficier d'un système de fonctionnement dans un produit qui aurait été collectif, mais qui n'aurait pas exactement la même règle que dans un individuel, et puis quand on le transfère, du coup on récupérerait, attention, les décrets ne sont pas encore validés, mais on récupérerait les avantages de l'individuel. Bon. Et puis, on rentre dedans des nouveaux supports possibles. Et là, on va assez loin. On fait ça en relation avec ce qu'on fait aussi sur le PEA, mais on va quand même assez loin sur ces produits, qui seront des produits dans lesquels on pourra avoir plus de risques, des produits plus compliqués. Alors plus compliqué, techniquement plus compliqué pour le consommateur, il n'est pas sûr qu'il les prenne comme étant plus compliqués, mais qui nécessitent du coup plus d'accompagnement. Grande révolution, parce que là c'est écrit, ce sont des produits qui vont nécessiter de l'accompagnement et du conseil. Et notamment dans une phase qu'on oublie souvent, qui est ce qu'on appelle la phase de décumulation, c'est-à-dire le moment où la personne envisage de sortir, et si vous prenez des profils qui sont prévus, des gestions pilotées, alors ces gestions pilotées, par phase, on devra désensibiliser, mais avec accompagnement. Alors, tout ça nécessite un petit peu de temps pour qu'on voit comment ça s'organisera, mais voilà, c'est sur cet aspect retraite. Il n'y a pas que l'aspect retraite dans Pacte, mais voilà en résumé ce que donne cette évolution, qui ne va pas être neutre. Alors, sur cet aspect épargne retraite, on voit les grands principes. On voit les vrais changements, notamment sortie en capital, etc., qui étaient attendus. Mais on attend aussi beaucoup dans les modalités d'application des informations sur la fiscalité, qui reste un booster quand même de ces dispositifs. Est-ce qu'on en sait un peu plus ou est-ce qu'il va falloir attendre ? Non, on connaît les grandes règles. Après, tout ça dépend aussi d'une loi de finances. Or, Pacte n'est pas la loi de finances. Les 2 grandes idées générales, c'est on va supprimer une grande partie des prélèvements qu'on avait sur les sommes qui étaient versées par l'entreprise. Donc ça, on retire ça, au moins pour les boîtes de moins de 50 personnes, intéressement, participation et abondement de l'employeur. Et puis, de l'autre côté, on a re-rentré les versements à l'intérieur de ce qui était déjà déductible, cette fameuse règle des 10%. Donc on facilite à l'entrée. À la sortie, par contre, pas tant que ça. Mais on a toujours des règles en fonction des produits. Mais on a quand même... C'est surtout à l'entrée qu'on va trouver une nouveauté majeure sur ces produits. Ça, on le sait déjà. Après, les taux pourraient varier dans le temps. Quand je vous dis 50 pour les exonérations pour les sociétés de moins de 50 personnes, peut-être que ça évoluera dans le temps. Peut-être qu'on aurait un mouvement en termes de taux, parce que là, ça va carrément pouvoir être du 0, j'en sais rien. Mais dans la mécanique, c'est ça. Et en tout cas, pour l'instant, c'est une exonération réelle avec cette règle des 10% qui est étendue. Théoriquement, ça devrait aider. Loi Pacte, c'est une loi très riche, on a dit même un peu fourre-tout. Est-ce qu'il y a d'autres grandes nouveautés qui intéressent la profession ? Alors, il y a beaucoup de nouveautés. Alors, c'était tellement une loi riche et étendue que le Conseil constitutionnel a trouvé que certaines choses n'avaient rien à y faire. Et ça de cavalier, et hop, d'ailleurs, donc ça, on en reviendra. Globalement, c'est une loi qui essaye d'amener les Français à investir plus dans les entreprises et qui amène à faciliter la gestion des entreprises et leur création. Donc, vous avez tout un pan
qui va concerner ceux de nos professionnels qui ne sont pas des conseillers en gestion de patrimoine, mais des conseillers en finance d'entreprise, encore que, qui va être sur le registre unique, la facilité administrative de créer une entreprise, y compris alors les seuils, mais également des choses un peu plus subtiles, mais qui ne sont pas neutres, le conseil d'administration. Donc, tout un pan là, qui est ici. Vous avez un pan sur le droit à la deuxième chance, parce que l'entrepreneur il y a aussi ce sujet-là. Donc, tout ça, ça existe. Si on revient sur les métiers qui vont toucher à l'épargne ou à l'investissement dans l'entreprise, je vais avoir également le PEA. Donc j'ai une réforme du PEA. Quand on regarde, alors c'est pas la révolution que certains avaient imaginée, mais c'est quand même des évolutions notables. Donc là aussi, ouverture des produits sur lesquels on peut investir par le PEA, on va pouvoir investir sur du crowdfunding, enfin, des financements participatifs. On va pouvoir avoir un PEA jeune, on va pouvoir avoir une sortie de capitaux du PEA sans le fermer. En tout cas, plus facilement qu'avant. Donc on a quand même un PEA qui, lui, a une vraie réforme. Donc on verra derrière ce que ça donne. Mais on n'a pas de raison de penser que ça n'aura pas un effet. Est-ce que l'effet sera suffisant par rapport à ce qui est espéré par le gouvernement? On verra. Enfin, c'est quand même en liaison avec ce qu'on est en train de faire sur l'épargne retraite et l'assurance vie. L'autre grand pan, c'est l'assurance vie, si on parle des particuliers, justement. Et donc sur l'assurance vie, c'est cette transférabilité à l'intérieur d'une compagnie. On a eu ce grand débat qu'on a rouvert et pour une fois, on l'a vraiment tout posé sur la table sans langue de bois. On a mis sur la table, et si on transférait les contrats d'une compagnie à l'autre? Ça s'est pas fait. Maintenant, plus personne ne peut dire qu'il ne sait pas pourquoi on ne le fait pas. C'est une question macro. Bon, d'accord, voilà, on fait avec. Mais à l'intérieur d'une compagnie, on pourra le faire et donc on devra avoir un degré d'information et de transparence de la part des compagnies et donc des conseillers que nous sommes vis-à-vis des clients sur la gamme qu'ils peuvent avoir dans une compagnie. Voilà, on pourrait aller très loin parce qu'elle est vraiment très très large chez toi, mais là je pense qu'on a déjà fait un balayage rapide mais assez exhaustif. Michel, on a évoqué la loi Pacte qu'on attendait. Pour autant, est-ce qu'il y a d'autres nouveautés réglementaires au sens large à signaler en ce début d'année 2019 ? En ce qui concerne l'intermédiation bancaire, non. Enfin, mis à part la mise en application, mais qui remonte à 2016, d'un texte concernant la formation professionnelle donc aussi bien du personnel des banques que des intermédiaires qui arrivent dans la profession au titre de l'expérience professionnelle, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas les diplômes requis et qui, s'ils ont exercé pendant au moins 1 an dans les 3 dernières années, peuvent accéder au statut. Seulement, pour ceux qui distribuent du crédit, du financement immobilier, il y a l'obligation d'une formation de 40 heures. Voilà. Donc, ça a été mis en place depuis le 20 mars 2019. Mais mis à part ça, il n'y a pas eu de changement important. Nous, ce qui a été ce qui a davantage chamboulé, c'est la réforme du code de la consommation avec tout le pan qui concerne le crédit immobilier et notamment avec, pour nous intermédiaires, la possibilité de faire du conseil indépendant. Alors, qu'est-ce que le conseil indépendant ? Effectivement, un intermédiaire, notamment un courtier, dans son activité doit bien sûr prodiguer du conseil au titre du dossier qu'il instruit, de son intervention, de son intermédiation. Ça, c'est inévitable. Mais il avait aussi la possibilité de faire des travaux préparatoires, mais sans aller intermédier. Mais après, restait le problème de sa rémunération. C'est-à-dire, tant que le prêt n'est pas abouti, il n'y a aucune possibilité d'être rémunéré d'aucune sorte. Alors, ce qu'a introduit cette notion de conseil indépendant, qui est complètement décorrélée de l'intermédiation, c'est-à-dire ce sont 2 missions totalement différentes, et le conseil indépendant est bien en amont. Alors, il peut y avoir, à la suite du conseil indépendant, une mission d'intermédiation, mais il faut que la première soit totalement aboutie. Dans le conseil indépendant, donc, il est demandé que l'intermédiaire ne perçoit aucune rémunération d'aucune sorte de la part d'un établissement bancaire, ce qui est normal. Et le conseiller va pouvoir donc faire une analyse sur notamment des produits, des contrats de prêt, et remettre ses préconisations par rapport à la situation du client, etc. Il peut être rémunéré par le client pour cette mission.
Donc, ce qui n'est pas le cas, comme j'ai dit tout à l'heure, dans le cas d'une intermédiation qui n'aboutit pas sur un prêt. Là, même si ça n'aboutit pas sur un dossier de prêt, il pourra avoir sa rémunération. Donc pour nous, c'est quand même très important parce que dans notre population d'adhérents, nous avons essentiellement des intermédiaires qui sont avant tout des conseillers, donc soit des CIF, soit des conseillers en gestion de patrimoine. Donc nous ne sommes pas essentiellement des distributeurs de crédit. Nous sommes plutôt du côté conseil et ce texte nous va bien. Ça nous donne un éventail plus large dans nos activités. Alors, cette activité est encore très peu utilisée par les professionnels et puis surtout peu connue du public. Avec une remarque quand même, c'est que c'est ça, pour le coup, on peut dire que c'est une victoire de l'ANACOFI, puisque dès le début du texte, ça avait été rejeté par le gouvernement qui, à l'époque, avait écrit ce texte, cette option-là, compte tenu des avis d'autres représentants métiers qui considéraient que ça n'avait aucun intérêt et qu'un conseiller sur les affaires bancaires, ça n'existait pas. On a réussi à faire valoir au bout d'un certain nombre d'années que si, ça existait. D'ailleurs, ça intermédiait plus de crédits des fois que des intermédiaires purs. Donc ça, c'est pour le coup, c'est une vraie victoire de l'ANACOFI qui n'a jamais cessé de dire c'est nécessaire. Et quand c'est arrivé, c'est même arrivé avec peu ou prou la proposition d'écriture que nous faisions. Michel, je vous propose de faire un petit retour en arrière. Il y a aussi une réforme dont on avait beaucoup parlé, qui s'est fait en plusieurs étapes. C'est la réforme qui permet à un emprunteur immobilier de choisir son assurance emprunteur au départ ou chaque année. Il y a eu beaucoup de questions soulevées, etc. Ce qui m'amène à vous poser la question, comment ça se passe sur le terrain? Est-ce qu'effectivement, c'est fluide? Alors, effectivement, ça concerne des intermédiaires ou des courtiers en crédit, qu'ils soient également courtiers d'assurance, c'est-à-dire qu'ils proposent eux-mêmes l'assurance emprunteur ou pas. Parce que même un courtier en crédit qui ne proposerait pas l'assurance emprunteur, il est parfois mis devant le fait accompli, c'est-à-dire que la banque oblige, pratiquement, sinon elle ne sort pas son offre, à ce que l'assurance emprunteur se fasse chez elle. Donc dans la pratique, c'est assez difficile à mettre en œuvre. Certains établissements jouent le jeu, c'est-à-dire acceptent que l'emprunteur fasse son marché sur l'assurance. D'autres sont très rigides à ce niveau-là. Alors après, il y a des possibilités de résiliation. Donc soit loi Hamon dans les 12 mois, soit suite à l'amendement Bourquin au-delà de la première année, à l'échéance annuelle. Donc il faut souligner l'excellent travail du CCSF qui a d'une part mis en place le tableau, la liste des équivalences, ce qui permet d'y voir beaucoup plus clair dans l'analyse des contrats. Ça a permis également de booster le marché de l'assurance emprunteur en faveur du consommateur, puisque des garanties qui n'étaient pratiquement jamais accordées ou mal accordées, aujourd'hui font partie du référentiel de base. Tout le monde est allé vers le haut, donc ça c'est un élément important. Également sur le plan tarifaire. Donc, et puis avec cette possibilité également d'avoir une définition plus précise de la date d'échéance principale pour pouvoir résilier les contrats. Mais là aussi, dans les résiliations loi Hamon ou amendement Bourquin, il faut reconnaître que les établissements bancaires traînent les pieds, sont de mauvaise foi souvent. On peut mieux faire. Exactement. Et la CPR, l'autorité de contrôle, est très vigilante là-dessus et l'a dénoncé d'ailleurs dans son dernier rapport. Et Beauchat, je crois que le sujet a une résonance technologique. Oui, c'est vrai que sur la partie technologie, avec l'ANACOFI, le digital est au cœur de l'ADN de l'association, puisqu'on a été une des premières associations déjà à offrir une plateforme digitale pour la formation de nos adhérents, ce qui a été une révolution à l'époque dans le métier. Derrière, on est adhérent et on préside même l'association Pénélope sur la normalisation des échanges des flux financiers avec les compagnies d'assurance et les agrégateurs de comptes
et les utilisateurs qui sont les conseillers en investissement financier. Donc le digital a une forte consonance au sein de l'association. De plus, on a cette chance phénoménale, c'est que la réglementation étant changeante et nous nourrit de nouveaux textes de façon régulière, ça nous permet d'assurer une certaine conformité au sein de nos cabinets. Et sans le digital, l'exercice serait beaucoup plus difficile. Et aujourd'hui, on sait très bien que la réglementation nous aide à mieux conseiller nos clients et les orienter vers l'épargne qui leur correspondent. Et de l'autre côté, de s'assurer que tous les produits soient bien compris au sein de l'utilisateur et du consommateur. Donc là-dessus aussi, encore une fois, avec l'Anacofi et grâce à la FECIF, on intervient aussi en Commission européenne. Alors effectivement, les termes anglo-saxons ne sont pas très jolis puisqu'on parle d'alphabétisation du consommateur, mais aujourd'hui, on est en train de travailler avec la Commission européenne pour définir tout le langage technique, le vocabulaire, le lexique, pour que l'utilisateur qui va acheter un produit sur Internet, par exemple, sache bien quel est le produit qu'il achète, quels sont les risques qui sont présents dedans. Et il y a vraiment un gros travail sur la partie connaissance client. On réfléchit même à la création d'une fiche connaissance, une KYC unique pour que tout le monde puisse avoir le même référentiel en termes de connaissance et d'appréhension du risque. Remarque là-dessus, hein. Il y a un test actuellement en France pour le monde des intermédiaires. Donc il y a un vrai développement d'un système qui se teste actuellement en France. Pour les intermédiaires, c'est l'Anacofi qui a amené certains de ses membres comme testeurs et qui qui travaille à l'intérieur de ce groupe pour le compte des intermédiaires en général. Pardon. Petit retour, David, du coup, sur la loi Pacte. Il y a eu un passage devant le Conseil constitutionnel qui a trouvé effectivement, comme vous l'évoquiez, que ça débordait un peu, qui a repoussé du texte certains articles sur la co-régulation. Oui. Qu'est-ce que ça va devenir ? Est-ce qu'il y a une suite ça va prendre un an de plus. Ça va devenir que, c'est peut-être pas plus mal. On avait fait tout le travail, ça a été un gros travail avec les équipes de Bercy, donc on aurait pu démarrer. Alors on aurait pu démarrer. Il fallait maintenant qu'on développe les systèmes informatiques, notamment, puisqu'il fallait renforcer certaines choses, embaucher un peu de monde. Bercy nous dit le texte pour nous n'est pas annulé. On va donc inviter tous les professionnels à un moment à rejoindre une association professionnelle. Ce sera obligatoire. Ces associations professionnelles devront veiller à la compétence initiale, au suivi des obligations de formation. Et pour le reste, massivement, devront accompagner leurs membres, puisque là, on dit autorégulation, alors sur le CIF, on dit co-régulation. En fait, à mon avis, on devrait dire l'inverse, mais c'est pas grave. Dans l'utilisation de deux termes différents, c'est qu'il y a une vraie différence. C'est que l'entité CIF a aussi un rôle policier. L'entité co-régulateur ou autorégulateur assurance et ou IOB, courtier en bancaire, pour le dire autrement, puisqu'on s'intéressera exclusivement au monde du courtage. Et pas au monde des agents vendeurs, si je veux vraiment faire dans le trait très marqué, il n'y aura pas de fonction policière dans ces autorégulateurs. Ce qui est quand même assez important, et surtout à dire compte tenu de ce qu'on a pu lire, qui était quand même très faux dans certains cas. Donc ces entités-là devraient exister. Le projet de Bercy est de décaler ça d'un an. On s'y prépare. Alors nous, on a pris un postulat qui est très 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 simple. On était lancé, on avait un étage de plus pris dans le bâtiment à refaire, on avait lancé les recruteurs sur le recrutement et on était en train de lancer les développements. Eh bien, on fait comme si ça ne s'était pas arrêté. Au pire du pire, on aura plus d'équipes, plus de salariés, plus de moyens d'accompagnement de nos membres, des nouveaux services, des nouvelles compétences en interne, qui d'ailleurs nous permettront de travailler sur cette émission aussi, puisqu'on a carrément récupéré une maquettiste. Digital, enfin tout ce qu'il faut pour justement nous aussi pouvoir gérer notre révolution ou notre évolution. Ouais. Donc on y va. Les juristes, c'est pareil, on a renforcé. Donc on fait comme si, pour nous, ça allait se faire. Et au pire, si ça ne se faisait pas, ce qui n'est pas le projet que nous avons Bercy, nos services seront améliorés le temps que tout ça soit intégré. Le sont d'ailleurs, à mon avis, déjà un peu. Et puis tant mieux pour tout le monde. Voilà. Donc c'est un projet qui est officiellement seulement décalé. On verra après ce qu'il advient. J'ai pas de message me disant qu'il y a un risque d'annulation à cette heure. Mais même si c'était le cas,
eh bien, dans ce cas-là, on aurait mis plus de moyens sur la table au bénéfice de nos membres, et puis tant mieux. Mais un message quand même, comme c'est annoncé, comme on va parler de plusieurs dizaines de milliers d'entreprises qui vont devoir rejoindre à date fixe une association professionnelle, que le projet actuel, c'est de décaler d'1 an, pas plus. Ouais. Nous allons à quelques associations qui seront agréées, nous allons devoir à ce moment-là recevoir et encaisser des dizaines de milliers de dossiers d'adhésion en devant vérifier les compétences de tous les hommes et femmes qui produisent à l'intérieur de ces entreprises. C'est donc quelque chose qui sera considérable. Nous invitons les professionnels à venir avant rejoindre nos associations. Ça n'est pas obligatoire, et donc on est encore moins policier qu'on ne sera policier dans le futur. Donc il faut se détendre là-dessus. Mais par contre, il y aura pas de pitié. C'est-à-dire que le jour où ça va commencer, l'une des choses, ce sera les gens seront réputés connaître toutes les règles du métier, puisque nous allons leur donner, les accompagner pour leur permettre de les respecter. Et donc, à partir de là, il est quand même assez clair qu'il faudra être en place, on sera réputé être en place le lendemain du jour fatidique où tout le monde devra être dans une assoce. Et on sait que ça ne sera vrai en fait que pour ceux qui auront pu se préparer un peu. Et puis pour nous, surtout, les dossiers seront pré-traités. Le jour où on tourne la clé pour dire pouf, c'est allumé de l'autre côté, tous les gens, toutes les entreprises qui seront déjà dans nos membres, ça passera facilement. Les autres, on ne sait pas ce qu'il adviendra, parce que si on est 6 ou 7 associations pour 30 000 entreprises, quand je vois la teneur des documents qu'il faudra nous fournir, ça va être compliqué comme pour eux. Ça va être traité en une semaine. C'est fait comme nous, n'attendez pas. Oui, et puis surtout, on sait aussi que statistiquement, même quand il y a une règle, il y a 4 à 7% des gens qui l'oublient et qui passent la date. Ben là, ça voudra dire une interdiction d'exercice. Retour en arrière à nouveau, 2018, on a eu droit à 2 grandes réformes, DDA et MIFID. Où est-ce qu'on en est en termes d'application ? Alors juridiquement, on y est à peu près. Il nous manque quelques documents, à mon sens, quelques documents ou quelques réunions de travail. Je l'ai dit l'autre jour à la CPR notamment. On a tous les textes de loi, les arrêtés, les décrets. Je pense qu'on est à peu près complet. L'intégration chez les professionnels est en cours. On sait qu'il faut 2 ans pour intégrer de tels textes. Donc, par la formation, on est en train d'inculquer, par la documentation qui sort. On est dans la phase d'apprentissage pour tout le monde. Maintenant, je le dis, plutôt au niveau des régulateurs, mais peut-être aussi de la jurisprudence, il nous manque quelques données pour voir comment certaines choses sont vraiment attendues. On est là en train de travailler avec l'AMF sur les documents type MIF que propose l'ANACOFICIF, co-régulateur cette fois-ci, donc là, pouvant vérifier si les gens le font vraiment, on voit que sur tous les documents, on est en train de se parler. C'est mais pourquoi là, vous n'avez pas mis telle chose ? Et non, mais pourquoi vous ne nous avez pas dit avant que vous le voudriez ? Donc, faut qu'on se parle. Et puis, nous on dit, au regard de ce qui se passe, on aurait bien mis ça. On en est là. Donc ça, c'est pas fini. C'est encore un peu moins fini côté ACPR que côté AMF, c'est normal, le texte est arrivé un poil plus tard. Mais globalement, ce dont on a besoin pour travailler, pour commencer à gérer l'acculturation généralisée, c'est dans la boucle. Reste une dimension qui est très faible, trop en retard, mais c'est lié au fait qu'on a aussi besoin de savoir ce qu'on doit produire, ou ce que certains acteurs doivent produire, c'est les outils. Et là, je parle spécifiquement des outils digitaux dont Nebochat s'occupe. C'est vrai que quand on vient parler de PRIPS et justement de toutes ces chaînes d'union entre les anciens systèmes, les nouveaux systèmes, ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a plus le droit de faire, on nous demande de parler du futur sans parler du passé, sachant qu'avant on parlait du passé, on disait souvent la formule les performances passées ne prévalent pas des performances futures. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il y a des allers-retours sur ces positions-là. Je pense que David est plus à même à parler de prisme que moi. Mais même sur la rémunération, sur les chaînes de rémunération qu'on est censé maîtriser de façon digitale, on voit qu'on n'a pas toutes les datas. En tout cas, tout le monde n'est pas capable de fournir toutes les datas dont on devrait disposer pour pouvoir produire le document final pour le client, alors que le texte est théoriquement entré en application. C'est un sujet. Donc évidemment, sur PRIPS, il y en a encore un autre, c'est que... Alors justement, parce que vous parlez de PRIPS et on on entend parler à nouveau beaucoup de PRIPS, pourquoi ? Parce que PRIPS, je vais le dire comme je le pense, c'est une bonne idée mal foutue. Voilà. Bon. Donc ça fait des années qu'on le dit, c'était une montagne qui a accouché d'une pas souris, mais c'était un texte qui devait être le grand texte transversal, qui allait vraiment simplifier le conseil et la distribution de tout produit d'épargne, et au départ jusqu'à y compris bancaire. C'est-à-dire, ça aurait dû concerner
l'équipe de Michel, et ça ne l'a pas fait. Donc déjà, on a un texte qu'on a restreint, et on est arrivé à un texte qui s'est focalisé sur un outil à produire, qui est un document de synthèse de certains produits d'épargne, les plus courants, les fonds, l'assurance vie, pour faire court, sachant que pour l'assurance Yard, on a Lipide, mais c'est un autre texte qu'il a fait. Et donc là-dessus, on a voulu qu'un consommateur soit capable de comprendre n'importe quel produit simple ou complexe, avec un document de 3 pages, à l'intérieur desquels vous avez une communication sur la rémunération qui est forcément très général, puisqu'en fait, on ne sait pas ce qui aura été le cas particulier de la personne, mais comme il existe déjà des tarifs, la question que certains consommateurs posent, mais qu'est-ce que j'en ai à faire de ce qui est écrit là? Vraiment, c'est des questions... Puisqu'en fait, vous me dites qu'ailleurs, j'aurai ce que je paye vraiment. Donc, pourquoi il y a autant de place prise par le document? Voilà. Donc, il y a des questions qui se posent là-dessus. Il y a une question que nous on pose depuis le début, c'est on ne peut plus parler du passé, sauf qu'un client demande le passé. Ouais. Alors, on va leur parler de l'avenir. Très bien. Et comment détermine-t-on l'avenir dans ce truc-là? Puisque je rappelle qu'on n'est pas censé expliquer dans ce document, puisque ce document est un document de synthèse en 3 pages, d'autres documents qui existent, des fois en font 30 ou 40. Donc, quand on a synthétisé, c'est pas pour lui réexpliquer. Et notamment, on interdit parfois carrément d'utiliser des tournures littérales dans la langue que comprend la personne. Où il y a un indice, il y a marqué 3, et que veut dire 3? Ben, ça veut dire environ. Enfin, pardon, mais je ne peux pas vous l'écrire. Enfin, si, mais dans mon rapport. Bah alors, donnez-moi votre rapport, alors. Voilà. Donc, et cette histoire du passé qui est interdite est d'autant plus aberrante que quand vous regardez les systèmes qui permettent de calculer les 3 scénarios du futur, que trouvez-vous en plein centre de ce que vous injectez dans l'équation? Le passé. Alors, il y a un moment où ça devient... Ce qui est logique. Enfin, il y a un moment où ça devient... ce qui est logique. Ouais. Il y a un moment où on dit, mais non, mais ça va pas bien. Et alors, on nous disait depuis le début, non, mais c'est décidé, c'est acté, vous faites comme ça. À date, tout le monde commence. En oubliant qu'on demandait d'avoir des données sur 3 ou 5 ans à des boîtes à qui on ne l'avait pas demandé avant, leur chaîne informatique ne les avait juste pas. Donc, il fallait leur laisser le temps de les recomposer comme elles pouvaient. Et en oubliant donc qu'on démarre, d'accord, à vos ordres, mon maréchal, mais on fait quoi derrière? Le client, ça va aller, ça va pas aller. Et bien, il se trouve que ça va pas. Et un jour, vous avez un super régulateur de ceux qui avaient dit c'est comme ça, c'est pas autrement, qui dit oui, bon alors, peut-être qu'on pourrait reparler du passé, mais juste pas de façon centrale. Ouais. Ah oui, mais alors là, tu viens donc de dire qu'on peut. Et donc c'est parti. Et là, la commission dit bon bah alors on va rouvrir le sujet. Ouais. On va pas réécrire le règlement puisque c'est un règlement, mais on va essayer de discuter des points à corriger. Et donc la Commission européenne l'a dit. Donc c'est parti. Et donc on redémarre. Et donc tu parlais du CCSF, Michel, tout à l'heure. Au CCSF, on recommence les travaux pour qu'au moins le comité consultatif français puisse donner à Bruxelles un avis de place français. Sur les corrections qui pourraient être apportées. Voilà ce que c'est que cette histoire de PRIPS qui n'en finit pas. C'est tous les 2 ans, alors qu'on croyait avoir fini, ça redémarre. Ben oui, mais on a voulu faire un truc synthétique. L'ambition était louable. L'ambition était louable. C'est pour ça que je dis que c'était une très bonne idée, mais mal aboutie. Il faut reconnaître qu'on s'était donné un cadre très très contraignant. Voilà. Mais quelque part, pour un nouveau document de présentation, sachant qu'il y en a 10, recommencer 10 fois et remobiliser tous les experts d'Europe, il faudrait qu'on arrive à quelque chose d'utilisable pour tout le monde, quoi. Mais des corrections, il y en a à faire partout, notamment par rapport au statut des intermédiaires en opération de banque. Alors justement, les travaux qui ont été menés dans le cadre de la loi PAC par rapport à l'autorégulation, ça a permis d'appuyer plus fortement ce que l'on demande depuis ces dernières années, justement de revoir certains aspects, comme par exemple le cocourtage, qui n'est pas autorisé en termes d'intermédiation bancaire. Alors qu'on peut le faire en tout, en immobilier, en assurance, en tout ce que vous voulez, ça n'est interdit que là-dedans. Donc quand vous êtes des entreprises qui ont plusieurs agréments, vous voyez bien le problème. Et donc ça bloque un peu le marché, notamment par rapport à des confrères qui n'ont pas forcément une compétence dans un domaine pointu, ils ne peuvent pas s'appuyer sur un autre qui l'aurait, ou un intermédiaire qui serait à Nice et qui a un client qui se trouve à Brest, et donc qui n'a pas accès au marché local bancaire, et donc qui a besoin de s'appuyer sur un de ses confrères locaux, il ne peut pas. Donc c'est très compliqué. Alors bien sûr, il y a des passerelles qui peuvent être faites, mais ça oblige à faire des passerelles des fois qui sont borderline, il faut le dire. Donc et ça, il est important qu'il y ait un changement à ce niveau-là. Donc aujourd'hui, on aurait une oreille un petit peu plus attentive. Voilà, on continue. Nous portons le message partout. Et quand je dis partout, c'est partout. Il
y a toujours des messages à porter en plus. Oui, mais celui-là, il est important parce que ça crée un vrai blocage de marché et il faudrait que nos autorités le comprennent. Ouais. Les IBOCHA, on a beaucoup parlé d'évolution réglementaire, hein, passée, à venir, en cours. En matière de techno, ça bouge sans arrêt. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit point sur les dernières nouveautés, les dernières évolutions? J'aimerais bien, mais il y en a tellement qu'une demi-heure ne suffirait pas pour pouvoir les exposer. Du coup, on a pris le parti pris avec l'ANACOFI de créer un observatoire et pas un rapport, hein, puisque observatoire, c'est-à-dire qu'on observe, on recense les entreprises et les technologies qui existent et on fait évoluer cet observatoire justement de façon continue. Et on vient l'enrichir de plusieurs données. On l'a enrichi avec la signature électronique, par exemple. On l'a enrichi sur tous les outils, justement, sur l'IOBSP, où à l'époque, on avait une offre qui était très restrictive et aujourd'hui qui est beaucoup plus large. On va jusqu'à la blockchain derrière. Et c'est un sujet qui est très vaste. Et là-dessus, on n'a pas fini d'en parler. Donc, je vous invite déjà à consulter régulièrement notre observatoire, puisqu'il évolue entre le mois d'août et le mois de mars. Il avait déjà fortement changé. Et on constate de nouveaux acteurs sur le marché, et ce qui est plutôt très bénéfique. C'est pour ça qu'on s'approche aussi des associations, parce qu'aujourd'hui on parle d'intelligence artificielle, de fintech, et on travaille du coup de concert avec Finance et Innovation pour permettre, encore une fois, d'aider tout le monde à y voir beaucoup plus clair d'un point de vue utilisateur, mais surtout aussi d'un point de vue réglementaire, pour que toutes les choses soient bien faites, surtout sur la partie blockchain ou token. Oui, mais là, c'est beaucoup plus complexe. Et le token, d'ailleurs, dont on va reparler avec Pacte, hein, puisque on va avoir des possibilités d'ICO, enfin de levée de capital par... alors on va dire quoi? Par crypto-monnaie. Donc en fait, les crypto-monnaies, avant de les qualifier de monnaie, c'est des tokens. Donc voilà, c'est des jetons en France. Et en France, on essaye d'être relativement en avant. Et avec Pacte, on va en reparler, puisqu'on va pouvoir avoir des supports d'investissement. Et on va surtout avoir quelque chose qui me paraît pouvoir être une vraie révolution, mais alors pour le coup, on n'a pas encore les décrets. On n'a pas encore les arrêtés, donc on va attendre de les avoir pour y voir clair. Il s'agirait de retoucher la définition de ce qu'on appelle les biens divers dans ce pays. Alors les biens divers, qu'est-ce que c'est? Eh bien, les biens divers, c'est quand vous investissez dans quelque chose mais que ce n'est pas juridiquement qualifiable, eh bien on qualifiait ça avant de biens divers. Il y en avait deux types, passons. Et puis sont apparus ces crypto-monnaies ou tokens, parce que les crypto-monnaies sont à l'intérieur de ça. Ça fonctionne comment? Ça fonctionne en blockchain, d'où le sujet et ce qu'on regarde dans l'observatoire. Le sujet pourrait devenir en complément qu'on ferait une fusion juridique de la notion de biens divers et de ces crypto-monnaies et autres tokens pour en faire une catégorie encore plus générale qui recouvrerait tout ça. Or, il se trouve que la loi aujourd'hui fait que le conseiller par nature sur les biens divers, c'est un conseil en investissement financier. Alors là, nous sommes concernés, puisque 80% d'entre eux se définissent comme étant des CGP, 15% comme étant des conseils en finance d'entreprise, les autres des financiers purs. Ben oui, sauf que là, factuellement, le conseil sur ce type d'actifs devenu plus large et avec une dimension très nouvelle, que peu de gens maîtrisent, qui sont ces fameux tokens, c'est pour nous. Et donc là, c'est peut-être demain. C'est-à-dire que dès que le décret sera rédigé, on va peut-être se retrouver avec, si on suit la ligne de ce que nous avons le droit de conseiller, c'est ça, le monopole du conseil. Pardon. Parce que les clients vous interrogent déjà, j'imagine. Alors les clients commencent. Moi, j'essaie de sonder les membres comme on peut le faire. On n'a pas fait une grande étude. On va peut-être faire ça à la fin de l'été, hein, parce qu'on doit revoir pour l'observatoire. On doit revoir toute la partie juridique de l'observatoire cet été. Donc on en profitera peut-être pour réfléchir sur des études ponctuelles. On a essayé de le faire un peu au niveau européen par la FECIF. Tu parlais de la FECIF tout à l'heure. On voit en fait qu'on arrive vers ce genre de support nouveau et que certains commencent à en parler. On voit qu'on a des interrogations des clients.
c'est encore très marginal. Mais si ça devient une classe d'actifs qu'on peut avoir en unité de compte à l'intérieur d'un contrat d'assurance vie, ça va changer de nature tout de suite. Parce que même si les gens investissent peu sur des supports à grand risque en assurance vie, on ne peut pas ne pas les connaître, puisqu'on est censé donner un avis, voire les comparer par rapport à autre chose. Donc là, il va falloir s'acculturer extrêmement vite, intégrer extrêmement vite ce que ce serait. Voilà. Et donc là, on pourrait avoir avec Pacte une accélération de ça. Quand j'en dis qu'elle est large, c'est un texte qui est large. Et pourquoi on s'occupe de ça? Parce que ça permet les ICO, on en revient à l'entreprise, c'est-à-dire au financement de l'entreprise par un mode alternatif. David, on arrive à l'issue de notre deuxième émission. Et avant de nous quitter, est-ce que vous pouvez nous dire de quoi on devrait parler à la troisième? Alors, la troisième, on va parler immobilier. Puisque celui que vous n'avez pas encore vu, c'est le représentant de l'Anacofi Immobilier. Donc on parlera d'immobilier. Il y a beaucoup d'actualités. On a réussi à avoir un membre au Conseil national de la transaction et de la gestion immobilière. C'est pas neutre, une organisation d'ICG. C'est tout récent, quelques semaines. Donc on parlera d'immobilier. Et puis on parlera aussi ce sera la saison des salons, des événements, de l'ensemble de nos métiers. Ça va partir comme une traînée de poudre. Il va y en avoir toutes les semaines. Donc on essaiera de faire le point sur les sujets d'actualité de ce moment-là. Ça signifiera forcément d'ailleurs revenir sur ce que Pacte et d'autres sont devenus après. Et puis sur ce qu'on aura produit cet été, puisque nous, l'été, on en profite pour faire notre université d'été et pour avoir produit tous nos nouveaux packs réglementaires, l'observatoire, les nouveaux rapports de communication. Et puisque je disais tout à l'heure, nous avons intégré de nouvelles équipes, on va essayer de changer 2-3 choses dans les visuels ou dans ce que nous allons produire. Notamment, on va totalement faire une V2 du portail Digital Compliance. On devrait avoir pu produire une V2 pour septembre. Donc rendez-vous en septembre? Rendez-vous en septembre. Merci messieurs. Merci. Merci à vous.